Lettre aux Français de l'émir Abdelkader, chapitre 3, du mérite de l'écriture. Sachez qu'il a été reconnu que l'homme est, par caractère inné, un être sociable. Réduit à l'état de solitude au milieu des êtres qui peuplent la nature, il périrait ou mènerait une vie misérable. Car l'homme a besoin de choses en surplus de ce qui existe dans la nature. Il lui faut ainsi de la nourriture à prêter. En effet, les aliments ne lui conviennent, comme les vêtements ne lui sont utiles, que s'ils ont fait d'abord l'objet d'une préparation artisanale. Aussi s'adonne-t-il à un certain nombre de métiers qui facilitent les conditions de son existence matérielle. Mais un seul ne peut s'occuper convenablement de tous les métiers. Il faut donc nécessairement qu'il y ait association et rassemblement entre les hommes pour que celui-ci fasse le pain que mangera celui-là, celui-ci tissant les étoffes dont aura besoin celui-ci. L'homme devra donc posséder la faculté de communiquer à celui avec qui il s'associe tout ce qu'il a dans son esprit, et cela par un mode d'expression approprié. Ce pourra être un geste ou bien un son articulé, ou bien encore un système d'écriture. Le recours au geste ne vaut que dans le cas où un individu se trouve à portée de vue d'un autre individu. La parole, elle, ne sert que si l'interlocuteur présent est à portée de voix. Propriété particulière à l'espèce humaine, la parole est déjà plus noble que le geste. Mais l'écriture sera plus noble encore que la parole. Le geste, en effet, ne peut jamais désigner qu'une chose présente et visible. Ainsi est-il lié au mouvement de la pupille de l'œil qui l'oriente dans une direction déterminée. Au reste, n'a-t-il jamais pour s'exprimer qu'une ou deux possibilités? Il est donc incapable de rendre la diversité des choses. De plus, quand on désigne du geste un objet, l'objet en question possède non seulement une entité qui le définit, mais de nombreuses qualités de sorte qu'il devient difficile de savoir si le geste a pour but de désigner l'entité seule ou telle qualité qui la compose. Alors que la parole, elle, parvient à distinguer toute chose, s'appliquant indifféremment à l'existant et à l'inexistant, exprimant à la fois ce que le geste peut indiquer et ce qu'il est incapable d'indiquer. Grâce à elle, le but recherché est atteint sans qu'il y ait place pour la moindre équivoque. Cela dit, l'écriture est plus noble, plus utile encore que le geste et que la parole, car le roseau taillé pour l'écriture, s'il ne parle pas, se fait quand même entendre des peuples de l'Orient et de l'Occident. Les connaissances n'ont pu être rassemblées, la philosophie n'a pu être édifiée, les récits et les propos rapportés des anciens n'ont pu être conservés, les livres de Dieu descendus sur terre n'ont pu être recueillis que par le moyen de l'écriture. Sans elle, les hommes ne posséderaient vraiment ni la religion ni les biens de ce monde. L'écriture est l'œil de l'œil. À travers elle, en effet, l'homme peut voir ce qui n'est plus à portée du regard. Par elle, la conscience parvient à exprimer ce que la langue se refuse à énoncer. Aussi a-t-on pu dire que le roseau était l'une des deux langues de l'homme, celui-ci pouvant toujours recourir à l'écriture quand il ne peut s'adresser directement à un interlocuteur, parvenant ainsi à communiquer sa pensée alors même que l'expression orale s'avère impossible. Telle est la raison pour laquelle les lois de l'islam interdisent aux femmes d'apprendre l'écriture. On craignait que celles-ci, ne pouvant rencontrer leurs soupirants, ne communiquent avec eux en leur écrivant. L'écriture, pensait-on, risquait dans ce cas d'être une cause de désordre. On sait qu'il existe deux types d'éloquence, l'éloquence de la parole et l'éloquence de l'extrémité des doigts qui tracent les signes d'écriture. Cette dernière a pour elle un avantage, ce que le roseau trace avec certitude se maintient au fil des jours. Aussi l'éloquence de la parole n'est-elle jamais un objet d'étude que pour les gens du commun. La religion et les biens terrestres ne se maintiennent que par deux choses, le sabre et le roseau. Mais si on le compare au roseau, le sabre occupe un rang inférieur. Ce que les vers suivants traduisent avec excellence,
Tel est le statut décrété par Dieu pour les roseaux à écrire une fois qu'ils sont taillés. Les sabres sont pour eux des serviteurs une fois qu'ils sont affilés. Nous avons dit plus haut que le travail manuel apportait à l'homme un surcroît d'intelligence. Mais de toutes les activités où intervient l'habileté manuelle, l'écriture est sans conteste celle qui apporte le plus d'avantages, dans la mesure où elle met en jeu à la fois la connaissance et le discernement, dans la mesure aussi où elle exige de l'esprit qu'il s'élève depuis les lettres, tracées séparément, jusqu'à la forme des mots que la langue prononce, et de la forme des mots jusqu'à la signification qui leur est propre. L'esprit se transporte ainsi d'un indice à l'autre, et cela d'une façon qui devient bientôt habituelle. C'est de ce trajet perpétuel du signifié au signifiant que l'écriture tire sa puissance, trajet où l'esprit de discernement trouve son véritable accomplissement, source pour l'homme à la fois d'un surcroît d'intelligence et d'un supplément de perspicacité. L'écriture même, si son utilité surpasse de beaucoup celle de la parole, dérive à coup sûr de celle-ci, mais se trouve dans le rameau ce qui n'existait pas dans la racine. Certes, on y trouve ce qui déjà était contenu en puissance dans la racine, mais aussi quelque chose de plus. Le processus est à peu près le suivant. On sait que la poitrine, qui est le lieu de la chaleur naturelle, est une partie essentielle du corps humain. Elle a besoin à chaque instant d'être alimentée en air frais pour être maintenue à une température moyenne, pour ne pas brûler. Elle a donc été dotée d'organes créés pour permettre à l'homme de lui insuffler cet air frais. Mais si cet air reste enfermé en permanence, il s'échauffe et se corrompt. Il a donc été nécessaire de lui permettre d'être expulsé. Or, le sage artisan du corps de l'homme a eu l'idée de donner à cet air expulsé un rôle déterminant pour la production de la voix. Ainsi, la voix peut-elle être parfaitement arrêtée ou relâchée grâce à la disposition d'un certain nombre de cavités physiologiques, cet arrêt et ce relâchement déterminant des formes phonétiques précises. Ces formes tonales que l'on appelle phonèmes correspondent aux lettres de l'alphabet. On assembla alors ces phonèmes d'une façon particulière, de façon à composer des mots, après quoi chaque mot fut doté d'une signification particulière. Alors seulement apparut de façon impérieuse la nécessité de recourir à l'écriture. Il semble pourtant que sa création n'ait pas été sans difficulté. Car si on avait convenu de noter chaque signification possible à l'aide d'un signal spécial, on aurait été obligé d'inventer des signes en nombre indéfini. Mais on a résolu le problème de façon subtile, on a transcrit chaque phonème à l'aide d'un signe particulier, puis on a rassemblé ces signes de façon à les faire correspondre aux phonèmes assemblés en mots. L'écriture se trouve grandement facilitée par cette méthode qui lui a permis de rendre les immenses services que l'on sait. Là où l'esprit d'un homme seul ne pouvait suffire à embrasser des connaissances par trop nombreuses, on se mit chaque fois qu'il fallait recueillir l'une ou l'autre de ces connaissances à les fixer par écrit. Lorsque survenaient ensuite d'autres hommes, ils pouvaient facilement prendre connaissance de cet acquis et en tirer à leur tour d'autres connaissances. Ainsi, l'écriture a-t-elle pu contribuer de façon décisive à l'expansion du savoir.